Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes essayiste, professeur en histoire contemporaine et en sciences politiques à Budapest. Vous êtes auteur d'un essai qui s'appelle Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve. Nous vous avons invité parce qu'il y a une actualité hongroise très riche qui échappe peut-être aux Français et même aux téléspectateurs de Boulevard Voltaire. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon Viktor Orban a mis du riz-fifi au Conseil européen? En effet, cette semaine, donc le 14 et 15 décembre, se déroulent ces conseils européens, donc ces réunions des chefs d'État, qui sont les moments décisifs où finalement l'Union européenne arbitre sur ce qu'elle va faire. Il y a deux enjeux très importants pour ce Conseil européen. C'est d'une part la décision de l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Alors on sait que c'est un processus très long, très compliqué. Les pays des Balkans sont dans une position inconfortable d'attente depuis des années. La Turquie également, on a ouvert des négociations d'adhésion depuis fort longtemps. La position de la Hongrie, c'est que les conditions fixées par la Commission européenne elle-même il y a quelques mois ne sont pas remplies. Donc l'ouverture des négociations ne fait pas sens. L'intérêt de l'Europe n'est pas là, l'intérêt de la Hongrie n'est pas là, et donc il s'oppose. Il était le seul en fait. Donc depuis plusieurs jours, peut-être que les téléspectateurs de Boulevard Voltaire l'ont perçu, l'ont lu. C'était un des grands enjeux. C'est pourquoi d'ailleurs Emmanuel Macron en personne avait reçu à l'Élysée pour une rencontre bilatérale Viktor Orban la semaine dernière. Le deuxième gros élément, c'est le budget pluriannuel de l'Union européenne. Alors, on parle de 66 milliards d'euros, c'est absolument considérable, et c'est notamment pour financer la guerre en fait en Ukraine, et pas encore une fois de manière bien conçue avec une stratégie européenne. C'est simplement cette fuite en avant dans laquelle finalement s'enferment les pays européens, ce qui peut être dans l'intérêt des États-Unis, de la politique étrangère américaine, mais certainement pas dans dans l'intérêt européen qu'une guerre s'éternise sur le continent européen. Alors, nous avons de la peine à imaginer, nous autres Français qui avons l'impression d'être ficelés par l'Europe, que Viktor Orban puisse faire capoter ainsi à lui tout seul une volonté européenne puissante. Et pourtant, faut bien comprendre que l'Union européenne, d'après le dernier traité, qui est le traité de Lisbonne, c'est encore une association d'États membres. Il y a des décisions qui sont prises à l'unanimité sur un grand nombre de sujets. C'est remis en cause. Ça, c'est remis en cause. Il y a ce putsch supranational, fédéraliste que souhaite évidemment mettre en musique Ursula von der Leyen ces temps-ci. Mais c'est pas encore le cas. La différence fondamentale entre la Hongrie et la France, c'est que la France a un surmoi universel et elle pense qu'elle accomplit sa destinée universelle en abandonnant ce cadre hexagonal et en devenant cette Europe, donc une espèce de république, une espèce de Marianne transfigurée à l'échelle européenne. La Hongrie, elle n'a pas cette perception-là des choses. Elle se considère qu'elle a un destin national qui est toujours en péril, et que précisément sa contribution à l'Europe, c'est de défendre la persistance de la nation hongroise dans la civilisation européenne. Est-ce que la Hongrie est très isolée? C'est toujours ce que l'on dit. Est-ce que de fait elle est très isolée? Et est-ce que Viktor Orban parle aux autres chefs d'État? Il parle énormément. Le but de la Hongrie, c'est d'être le moins isolé possible. C'est-à-dire que quand la Hongrie est dans une situation inconfortable, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut hausser le ton. C'était le cas par exemple avec la crise migratoire en 2015. Il faut dire que cet afflux de migrants, de population illégale, c'est une impasse et il faut oser dire non. Voilà. Aujourd'hui, Viktor Orban a en effet été le premier à dire que cette extension à outrance de l'Union européenne avec l'Ukraine, ce n'était pas fonctionnel, ce n'était pas souhaitable. Et en fait, le chancelier autrichien, Karl Nehammer, en fait, s'est rallié ces derniers jours à cette position. Mais aussi le Premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, qui est un social-démocrate, mais qui a rejoint Viktor Orban sur cette approche de garantir la paix et la sécurité plutôt que de financer une guerre dont on ne voit pas la fin.
Et dernier élément, l'Allemagne, qui est aujourd'hui assez désorientée, avec une coalition peu cohérente menée par le chancelier Olaf Scholz, est réticente à s'enfermer comme ça dans une ablation, évidemment, vis-à-vis du prolongement eurasiatique qui fragilise énormément l'économie allemande. Mais ils laissent en fait la Hongrie faire ce travail de première ligne, voilà, même s'ils en retirent les bénéfices. Ce qui est paradoxal, c'est que la Hongrie donne l'impression de tenir le rang de petit village de Gaulois réfractaires que la France ne tient pas. Et pourtant, la Hongrie est plus dépendante des fonds européens que ne l'est la France. La Hongrie a besoin de l'Europe. Alors, la Hongrie a besoin de l'Europe et depuis 2004, les fonds européens, la Hongrie est un bénéficiaire net dans l'effet des fonds structurels. Avec ce qui s'est passé avec les conditionnalités d'octroi des fonds, la Hongrie est obligée de revoir sa copie, notamment parce que c'était la volonté expresse de l'Union européenne. Ce sont les mots de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais qui présidait l'Union européenne. On veut mettre la Hongrie à genoux, et notamment en l'étranglant financièrement. Pour éviter ça, la Hongrie a fait une option de diversification de son économie en accueillant d'importants investissements chinois et sud-coréens, créant de nouveaux emplois. Et ça permet en fait de rendre la Hongrie viable sans les fonds européens, si bien que en fait c'est plus tellement un enjeu de chantage. En revanche, il faut bien préciser les choses, c'est que bien sûr, du point de vue des fonds structurels, la Hongrie est bénéficiaire net, mais si on regarde les flux entrants et les flux sortants en Hongrie, la Hongrie contribue nettement à la prospérité du continent et des pays de l'Ouest, parce que vous avez l'équivalent de 4% du PIB hongrois qui entre au titre des fonds structurels. Mais vous avez 7% du PIB hongrois qui sort au titre des revenus du capital, parce que les grandes entreprises étrangères possèdent une grande partie du capital hongrois depuis en fait le début des années 90 et cette reconfiguration. Ce qui fait que pour le contribuable ouest européen, c'est vrai, il paye pour les pays d'Europe centrale. Mais du point de vue du travailleur hongrois, il donne bien plus aux actionnaires de Carrefour, Auchan, et surtout bien sûr du capital allemand, qu'il ne reçoit des fonds structurels. Ça, c'est un élément important. Et si on pouvait trouver une piste sur les choses d'avenir, c'est que la Hongrie aujourd'hui est moins dépendante parce qu'elle a développé son économie, mais elle fait face à un problème de pénurie de main-d'œuvre, ce qui ouvre la question de l'immigration. Voilà, alors avant d'y venir, je voulais évoquer ce qui représente, je pense, une bonne nouvelle du point de vue hongrois, c'est-à-dire que des fonds ont été débloqués, c'est ça, par l'Europe. Oui. C'est parce qu'ils ont montré patte blanche que s'est-il passé? Parce que ces fonds européens étaient retenus parce que la Commission européenne exigeait des modifications dans les lois hongroises, notamment sur l'indépendance de la justice. Ces demandes ont été finalement mises en musique par le gouvernement hongrois dès le mois de mai dernier d'ailleurs, et donc c'était une obligation légale pour la Commission, puisque les conditions étaient remplies, de verser cet argent. On parle quand même de 10 milliards 200 millions d'euros qui ont été versés hier sur un total de 28 millions. Et là-dessus, il y a deux volets, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça vaut la peine d'aller dans le détail, parce que vous avez deux éléments. Vous avez d'abord les fonds structurels sur un budget pluriannuel 2021-2027, et puis vous avez cet énorme plan de relance qu'on appelait Next Generation EU, qui est un plan de relance post-Covid avec une dette qui a été contractée par tous les États membres. Et là-dessus, en fait, la Hongrie a emprunté avec les autres États, elle paye les intérêts, mais elle ne touchait pas les fonds. Et donc, ces choses sont en train de rentrer un petit peu dans l'ordre avec le versement que vous avez évoqué. Alors venons à un point que vous avez évoqué tout à l'heure et qui peut troubler un peu, puisque la Hongrie, c'est l'emblème de l'immigration zéro, en tout cas c'est ici et ainsi qu'on l'aperçoit. Au mois d'octobre, Viktor Orban a organisé une arrivée massive de travailleurs immigrés, c'est ce qu'on lit dans la presse. Oui, alors il y a deux types d'immigration. L'immigration sauvage, illégale, qui du coup est empêchée à la frontière serbo-hongroise par cette fameuse barrière érigée en 2015. Et puis il y a ce gros problème d'une société en déclin démographique, comme tout le reste de l'Europe. La politique familiale n'y suffit pas. La politique familiale n'y suffit pas, et précisément, c'est là où il y a un enjeu, quelque chose de tragique qui se joue.
c'est que pour financer la politique familiale, qui est très généreuse, qui est la plus généreuse d'Europe, avec plus de 5% du PIB, 6% du PIB hongrois, quasiment, il faut un dynamisme économique, il faut dégager des excédents. Et pour avoir ces excédents, il faut une économie dynamique axée sur l'export. Donc, la solution provisoire, dangereuse, qu'a trouvée l'élite hongroise très dernièrement, c'est de faire ce que faisaient De Gaulle et Pompidou dans les années 60, 70, c'est de faire venir une immigration de travail avec un contrat de travail à durée déterminée, logés dans des centres spéciaux et qui repartent une fois leur contrat terminé. Ça, c'est la théorie. Ensuite, c'est vrai, il y a une interrogation, c'est si on a une part significative des travailleurs qui sont d'origine immigrée, comment on fait pour ne pas devenir une société d'immigration à terme? La question n'est pas résolue. Là-dessus, il y a deux éléments. D'abord, beaucoup de jeunes Hongrois, en fait, ont quitté la Hongrie dès les années 90 et dans ces premières années d'appartenance à l'UE. La courbe s'est inversée en 2015 et en 2019, il y a plus d'Hongrois qui rentrent en Hongrie que d'Hongrois qui en sortent. Ça, c'est une tendance qui dure. C'était un peu le même schéma d'ailleurs en Pologne, avec énormément de Polonais qui sont partis au Royaume-Uni. Et plus d'un tiers de ces Polonais partis au Royaume-Uni sont revenus depuis le Brexit. Donc les jeux ne sont pas figés. Vous voyez, on n'est pas sur une situation désespérée. La Hongrie espère attirer les Hongrois qui étaient partis. Elle espère peut-être même devenir un havre pour des populations ouest-européennes qui souhaitent conserver une société ethno-culturellement homogène. Mais sur la question de l'activité économique qui permet de garder des factures basses pour les familles et de financer le programme d'aide sociale aux familles, il y a ce dynamisme économique qui d'ailleurs est peut-être, ça peut être vraiment conjoncturel, cette immigration, dans le sens où il faut construire des usines, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, mais ensuite c'est des usines, notamment pour la batterie, des usines à haute valeur ajoutée, qui fonctionnent avec assez peu en fait, de travailleurs. Et donc de ce point de vue-là, on peut imaginer que c'est un petit peu comme au Qatar, en fait. Vous avez une masse considérable d'immigrés qui viennent construire un stade de foot et puis ensuite ils repartent. Et cette immigration, elle a une provenance particulière? Il y a des pays qui viennent en Hongrie plus que d'autres? Oui, c'est très encadré. En fait, c'est des agences agréées par l'État qui ont des bureaux dans des pays désignés. Donc c'est plutôt Asie centrale. Vous savez, la Hongrie a une politique de concorde, d'amitié avec les pays de la région turque. Et autant que possible, donc pas d'Afrique noire, pas du monde musulman, du monde arabo-musulman. Voilà, c'est ça les régions évitées, clairement. Et donc il y a des Philippins. On essaie de trouver d'ailleurs plutôt des gens qui ont des pays qui sont plutôt chrétiens, donc les Philippines, ce genre de choses. Voilà, c'est ça les axes de recherche pour une immigration qu'on veut temporaire et qui n'a pas vocation à être une immigration de peuplement. Mais ça encore, c'était aussi peut-être la volonté sous les années de Gaulle Pompidou en France. Bah écoutez, je pense que les Français continueront à observer avec intérêt ce que fait la Hongrie et en particulier les téléspectateurs de Boulevard Voltaire. Merci beaucoup Thibaut Gibelin d'avoir répondu à notre invitation. Chers lecteurs, téléspectateurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre lettre quotidienne pour le site. Au revoir.